Salut les épicurieuses et les épicurieux. Vous avez déjà entendu parler de l'Eldorado. À l'origine, il désignait une cité mythique censée regorger d'or et de pierres précieuses. Les conquistadors espagnols l'ont cherché pendant des siècles sur le continent américain. Alors, l'ont-ils trouvé? Sur quoi ont-ils mis la main? Comment est né ce mythe? Aujourd'hui, on part à la recherche de cette mystérieuse cité. Il est l'or. L'histoire de l'Eldorado commence en 1492 quand Christophe Colomb débarque en Amérique, plus précisément aux Antilles. Il découvre une société faite de petits royaumes dont les coffres sont remplis d'or. En procédant à des échanges peu scrupuleux, en troquant de la pacotille contre de l'or, il met la main sur une partie du pactole, en charge les cales de ses navires et rentre en Espagne. Le roi Ferdinand II d'Aragon, qui a financé l'expédition, n'en espérait pas tant. L'or vaut toutes les autres marchandises. Grâce au métal jaune, il peut payer ses armées pour défendre ses frontières et étendre son royaume. Dans la foulée, plusieurs expéditions sont montées, avec plus ou moins de succès, jusqu'en 1519. Cette année-là, Hernán Cortés traverse l'Atlantique et débarque sur les côtes mexicaines. À sa grande surprise, il découvre une puissante civilisation. Bien que ne sachant pas travailler le fer, les Aztèques sont de formidables bâtisseurs. Ils maîtrisent l'agriculture, l'hydraulique. Leur pouvoir s'étend sur un vaste empire et leurs richesses en métaux précieux sont colossales. Pour s'en emparer, Cortés déclare la guerre aux Aztèques. Au printemps 1520, profitant d'une fête rituelle, les troupes du conquistador massacrent une partie de la noblesse locale, environ 10 000 hommes. Devenu le maître de Tenochtitlan, la future ville de Mexico, Cortés fonde la Nouvelle-Espagne et envoie une grande partie de son butin à Charles Quint, devenu maître de la péninsule. En 1531, un autre conquistador, Francisco Pizarro, obtient lui aussi du roi un budget pour entreprendre la conquête d'un royaume autochtone que l'on dit très riche, celui des Incas. Ce peuple occupe la partie occidentale de l'Amérique du Sud. Arrivé sur place, Pizarro constate que les rumeurs étaient bel et bien fondées. Les richesses de cette civilisation sont comparables à celles des Aztèques. Comme Cortés, une dizaine d'années plus tôt, le conquistador s'en empare par la force. Il rançonne et assassine des milliers d'Incas. Quand ils ne sont pas massacrés ou réduits en esclavage, ils périssent, victimes des maladies apportées par les Européens, la variole, le typhus, la grippe et la rougeole. À lui seul, le trésor du souverain Inca Atahualpa aurait rapporté à Pizarro plus ou moins 1 500 000 pesos, environ 7 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? Jusque-là, on n'en parle pas beaucoup. Mais une vieille histoire commence à refaire surface, la légende des cités d'or, une histoire qui remonte au XIe siècle. À l'origine, elle raconte que 7 évêques ont quitté la ville de Mérida, en Espagne, pour fuir l'occupation musulmane. Dans leur bagage, ils auraient emporté des reliques qu'ils seraient allés cacher de l'autre côté de l'Atlantique. Là-bas, ils auraient fondé les villes de Cibola et Quivira. Ces deux cités seraient devenues très prospères, principalement grâce à la découverte d'or et de pierres précieuses. Voilà pour les bases de la légende. Au milieu du XVIe siècle, on ne parle plus de 2 cités, mais de 7. Les 7 cités de Cibola, ou les 7 cités d'or. À partir de 1536, plusieurs expéditions se lancent à leur recherche, sans donner de résultat. Toutefois, une rumeur circule qui relance l'appétit des conquistadors. Au nord de la chaîne des Andes vivrait une tribu indigène qui croulerait sous l'or. On raconte qu'une étrange cérémonie se déroule lorsqu'un nouveau chef prend le pouvoir. Les festivités ont lieu sur les bords d'un lac qui se trouve au fond du cratère d'un ancien volcan, le Guatavita. Le corps de l'élu est saupoudré de métal précieux avant de subir un rite d'immersion au cours duquel les membres de la tribu jettent de grandes quantités d'or et de bijoux dans le lac. Les conquistadors sont fascinés par l'histoire de ce chef doré qu'ils baptisent El Dorado, le doré en français. C'est le point de départ du mythe de l'Eldorado. En 1537, un certain Gonzalo Jiménez de Quesada entreprend la conquête du haut plateau colombien à la recherche du fameux lac Guatavita mentionné dans la légende de l'Eldorado. Et chose incroyable, il finit par le trouver au centre de l'actuelle Colombie. Mais ces hommes ont beau ratisser le fond du lac, ils ne trouvent pas grand-chose. La légende aurait pu sombrer dans l'oubli.
Sauf qu'un peu plus au sud, le conquistador découvre une cité. Il la baptise Santa Fe de Bogota, la future capitale de Colombie. Et il la pille sans aucun scrupule. Il en ramène un fabuleux butin estimé à 4,5 tonnes d'or, ce qui du coup contribue à alimenter la légende de l'Eldorado. Dès lors, les conquistadors ne cherchent plus les 7 cités d'or, mais ce fameux Eldorado. Pour cela, ils réorientent leurs recherches plus à l'est, au cœur de la forêt amazonienne. En 1541, l'explorateur Francisco de Orellana s'y engouffre. Il est à la tête d'une armée de 4000 hommes. Au cours de leur périple, ils sont attaqués par une étrange armée. Les témoins décrivent des guerrières comparables aux Amazones de la mythologie grecque. Bon, personne n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. Peut-être s'agissait-il d'hommes portant des longues chevelures. Je vous en parle parce que cet épisode est à l'origine du nom que l'on a donné au cours d'eau qui s'écoule dans la région. La rivière des Amazones, devenue l'Amazone tout court. Bien sûr, Orellana ne trouvera jamais l'Eldorado, mais il réussit l'exploit de rejoindre l'océan Atlantique en longeant le fleuve Amazone, une première. 8 ans plus tard, en 1560, le Navarrais Pedro de Ursúa, gouverneur du Pérou, prend à son tour la tête d'une expédition pour découvrir ce fameux Eldorado que cherchait Orellana. Évidemment, lui non plus ne trouve rien. Si je résume, la cité d'or ne se trouve pas en Colombie. Elle n'est pas dans les Andes. Et dans la forêt amazonienne, on n'a rien trouvé non plus. À ce stade, vous pensez peut-être que les Espagnols vont renoncer à chercher l'Eldorado. Eh bien non. Durant la deuxième moitié du XVIe siècle, de nombreuses guerres civiles ravagent la région des Andes et plus particulièrement la zone qui correspond à l'actuel Pérou. Elles obligent le successeur de Charles Quint, Philippe II, à faire venir de nombreux soldats d'Espagne pour défendre ses provinces. Sauf qu'une fois les conflits apaisés, les soldats n'ont plus rien à faire de leurs 10 doigts. Et des soldats qui s'ennuient, ce n'est jamais très bon. Pour les occuper et les éloigner des lieux de pouvoir, les autorités leur donnent donc l'ordre de reprendre les recherches de l'Eldorado. Cette fois, on explore le nord-est du continent, le plateau des Guyanes. C'est un immense territoire qui, d'est en ouest, s'étend actuellement sur 6 pays. Mais une fois encore, les soldats ne trouvent rien. À la fin du XVIe siècle, les Espagnols commencent à douter de l'existence de l'Eldorado. Mais dans le reste de l'Europe, la fascination pour la Cité d'Or demeure intacte. En Angleterre, par exemple, un explorateur du nom de Sir Walter Raleigh croit dur comme fer en son existence. Emprisonné par la reine Élisabeth Ier, il négocie sa liberté contre une promesse, partir en Amérique du Sud afin de trouver l'Eldorado. La reine accepte. Malheureusement, comme les Espagnols, Raleigh rentre bredouille quelques mois plus tard. La seule chose qu'il rapporte, une plante qui, une fois séchée, se fume. Autrement dit, du tabac. Il ne le sait pas, mais ça aussi, ça va valoir de l'or. Il raconte ses aventures dans un livre intitulé « La découverte de la Guyane ». Le livre est un best-seller qui contribue à alimenter un peu plus la légende de l'Eldorado. À la fin du XVIe siècle, les conquistadors sont bien obligés de l'admettre. Ils ont échoué dans leur quête. Toutefois, celle-ci a contribué à l'expansion territoriale et économique de l'Espagne. Sous le règne de Philippe II, le pays se hisse au rang de première puissance européenne. Entre 1503 et 1660, 300 tonnes d'or et 25 000 tonnes d'argent ont quitté l'Amérique pour l'Espagne. Le siècle suivant marque le crépuscule des conquistadors, dont les méthodes violentes envers les populations autochtones finissent par être dénoncées. On estime qu'entre 1492 et 1600, les colons européens, et en particulier les Espagnols, auraient causé la mort d'environ 12 à 20 millions de personnes. Ils sont peu à peu remplacés par des colons permanents, plus occupés à administrer les territoires conquis qu'à rechercher l'Eldorado. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, le mythe ne fascine plus que les écrivains et les philosophes qui s'en emparent pour désigner un pays imaginaire qui représente le paradis sur Terre. Voltaire, par exemple, décrit la Cité d'Or dans un ouvrage bien connu, Candide. Il y dépeint le monde comme un endroit cruel et ravagé par la guerre, alors que l'Eldorado est un pays sans conflit où la vie est agréable pour toutes les femmes et tous les hommes. Publié en 1759, le livre de Voltaire relance provisoirement l'intérêt pour l'Eldorado. Plus récemment, un dessin animé franco-japonais intitulé
Les mystérieuses cités d'or. Il raconte les aventures de 3 enfants qui accompagnent un conquistador dans sa quête de fortune dans le Nouveau Monde. Vous l'avez compris, l'Eldorado n'existe pas, il s'agit d'une simple utopie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors j'ignore si vous rêvez d'un quelconque Eldorado et où se trouve le vôtre. En attendant de le localiser, vous pouvez toujours trouver un peu de plaisir et vous enrichir en regardant Les Épicurieux. À très bientôt.